Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 7 où nous allons parler de vision et d'image. Je vais commencer cette vidéo par une séquence de rappel, puis nous aborderons les notions de réfraction, de réflexion ainsi que la loi de Snell-Descartes. La partie lentille convergente sera abordée dans une autre vidéo. La lumière est une onde électromagnétique capable de se déplacer dans les milieux transparents tels que le vide, l'air, l'eau ou le verre. La couleur de la lumière dépend de sa longueur d'onde. C'est un terme important que tu vas devoir retenir. Qu'est-ce que c'est que cette longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la longueur d'un motif, ou c'est la distance qui va séparer deux motifs. Rappelle-toi, lorsque nous avions traité du chapitre du son, nous avions défini la période comme la durée d'un motif. Et bien là, la longueur d'onde, c'est la longueur d'un motif. Elle va s'exprimer en nanomètres, en micromètres, en kilomètres, en mètres. Alors, quel est le rôle de cette longueur d'onde? Quel est son impact sur l'onde électromagnétique? Tu peux voir sur ce schéma qu'il existe plusieurs ondes électromagnétiques avec des longueurs d'onde différentes. Les rayons X, les ultraviolets, le spectre visible, les infrarouges ou encore les ondes radio. Plus la longueur d'onde est petite, 0,1 nanomètre, 1 nanomètre, plus l'onde est énergétique. A l'inverse, plus la longueur d'onde est grande, 1 mètre, 1 kilomètre, moins l'onde aura d'énergie. Du coup, ça veut dire que une onde en rayon X aura plus d'énergie qu'une onde radio. Maintenant, regardons les ondes comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, ce que l'on va appeler le spectre visible. Ce sont les ondes que ton œil est capable de percevoir. Et en fonction de la longueur d'onde, la couleur sera différente. Pour une longueur d'onde de 400 nanomètres, tu auras une couleur bleue, et pour une onde de 800 nanomètres, tu auras une couleur rouge. Le rayon lumineux se déplace en ligne droite et on le représente du coup par une droite orientée. L'orientation, c'est cette petite flèche qui te permet de savoir dans quel sens se propage la lumière, dans notre cas, du soleil vers l'œil. Enfin, tu dois savoir que dans le vide comme dans l'air, la vitesse de la lumière est notée petit c pour célérité et elle est de l'ordre de 300 000 km par seconde, autrement écrit 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Nous allons maintenant aborder les phénomènes de réflexion et de réfraction. Ce sont des phénomènes que tu connais, tu les as déjà vus dans ta vie. On peut observer ici un phénomène de réflexion, les arbres qui se réfléchissent dans le lac. Ici un phénomène de réfraction, cette impression que la paille est cassée. Et pour ce piquet planté dans l'eau, on observe les deux phénomènes, la réflexion du piquet et la réfraction ici. En changeant de milieu, la trajectoire du rayon lumineux est modifiée. En passant de l'air au vert, tu peux bien voir que la direction de notre rayon lumineux change au niveau de son interface. Le rayon lumineux peut être soit réfléchi, soit réfracté, ou encore les deux. Avant de continuer, voyons quelques définitions. La vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Dans le vide ou dans l'air, sa vitesse est d'environ 300 000 km par seconde, 226 000 km par seconde dans l'eau et 200 000 km par seconde dans le verre. Toi, celle que tu dois connaître, celle que tu dois retenir, c'est la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. C'est la même. Et tu peux voir qu'on la note petit c pour célérité. Plusieurs paramètres influent sur la vitesse de la lumière dans un matériau. La nature du matériau, la longueur d'onde et d'autres paramètres. Toutes ces caractéristiques sont regroupées en une seule qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, que l'on note petit n, est une grandeur sans dimension. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'unité et qui dépend du matériau étudié. Par exemple, l'indice de réfraction
petit n dans le vide ou dans l'air est égal à 1, dans l'eau il est égal à 1,33 et dans le verre il est égal à 1,5. Observons deux milieux, l'air et le verre. Tu peux déjà constater que ces deux milieux n'ont pas le même indice de réfraction. L'indice de réfraction est de 1 pour l'air et de 1,5 pour le verre. La séparation de ces deux milieux, la frontière entre les deux, est appelée interface. La normale est la droite perpendiculaire à l'interface. Tu dois retenir ce terme de normale et comment on construit la normale. On va la revoir fréquemment dans toute la leçon. Le rayon incident est le rayon qui arrive à l'interface, celui qui vient de l'extérieur et qui vient au contact de l'interface. Il forme, avec la normale, l'angle incident. Tu vois, on revoit déjà le terme de normale, et tous les angles que l'on va étudier sur ce chapitre seront pris par rapport à la normale. Le rayon réfléchi est le rayon lumineux qui repart de l'interface, mais qui reste dans le même milieu que le rayon incident. Tu peux observer sur ce schéma que le rayon incident se trouve dans l'air et que le rayon réfléchi se trouve lui aussi dans l'air. Le rayon réfléchi forme un angle avec la normale, l'angle de réflexion. Enfin, une partie du rayon incident peut passer dans le deuxième milieu. Il forme alors le rayon réfracté qui n'a pas la même trajectoire que le rayon incident. Le rayon réfracté forme avec la normale un angle, l'angle réfracté. Bien entendu, tu dois retenir tous ces termes. L'indice de réfraction, petit n, l'interface qui sépare les deux milieux, la normale perpendiculaire à l'interface, le rayon incident qui arrive sur l'interface, le rayon réfléchi qui repart de l'interface en restant dans le même milieu que le rayon incident, et le rayon réfracté qui passe dans le deuxième milieu. Tu dois aussi retenir le nom des angles entre les différents rayons et la normale. Observons maintenant le lien entre l'angle incident à gauche et l'angle réfléchi à droite. Tu peux voir dans cette zone les valeurs numériques des deux angles, l'angle incident et l'angle réfléchi. Que se passe-t-il lorsque je fais varier l'angle incident? Tu peux constater que l'angle réfléchi est toujours égal à l'angle incident. Regardons le lien entre l'angle incident en haut dans notre schéma et l'angle réfracté en bas dans notre schéma. Lorsque je diminue l'angle incident, tu peux voir que l'angle réfracté diminue et lorsque j'augmente l'angle incident, l'angle réfracté augmente. Ce n'est pas exactement une relation de proportionnalité, mais les deux angles sont liés par la loi de Snell-Descartes. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Qu'est-ce que ça veut dire cette relation? Comment l'expliquer? L'indice de réfraction du milieu 1, dans notre cas N1 est égal à 1, multiplié par le sinus de l'angle I1 est égal à l'indice de réfraction N2 du milieu 2, dans notre exemple 1,5, multiplié par le sinus de l'angle réfracté. Fais bien attention, tes angles doivent être exprimés en degrés et non en radians. Tu dois donc, avant de commencer l'exercice, vérifier que ta calculatrice est bien en mode degré et non pas en mode radian. Abordons maintenant la dernière notion de cette vidéo. Que se passe-t-il lorsque l'indice de réfraction du milieu 1 est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2? Pour notre exemple, j'ai pris 1,5 pour l'indice de réfraction du milieu 1 et seulement 1 pour l'indice de réfraction du milieu 2. Je vais augmenter l'angle incident. Regarde bien tous les rayons lumineux. Tu as vu? Le rayon réfracté a disparu. Si je rediminue mon angle incident, soudainement le rayon réfracté réapparaît. C'est le phénomène de réflexion totale qu'on observe uniquement
lorsque l'indice de réfraction du milieu 1 est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2, dans certaines conditions, quand l'angle est grand, on observe une réflexion totale. Il n'y a plus de rayons réfractés. Ce phénomène est notamment utilisé pour la fibre optique. Merci d'avoir écouté cette vidéo.